Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Comment détecter les résidus de pesticides dans les produits d'origine animale? Les éleveurs et autres experts de la sous-région sont en formation à cet effet à Cotonou. Vers la labellisation du karité au Bénin, des acteurs de la filière sont à la recherche de la stratégie de concrétisation du projet. Ils sont en concertation à Cotonou. Et puis Jean-Baptiste Elias retourne à ses vieux amours. Il est à nouveau président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. On en parle dans cette édition. Deux invités dans ce journal, Charles Inoussa Saka Boko, il est le directeur général par intérim de la douane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler du prélèvement sur les contribuables non connus du FIX. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À tout à l'heure. Renforcement de capacité des élus en matière de gouvernance du village ou du quartier de ville, c'est la piscine municipale de Porto Novo. C'est donc à la piscine municipale de Porto Novo que s'est tenu un séminaire ce jeudi 9 mars 2017 organisé par l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec. Objectif de la rencontre, offrir les éléments de droit et de pratique en matière de gouvernance ou du village ou du quartier de ville aux élus des organes infracommunaux au Bénin. Emilienne Fayomi. Placé sous le thème droit et pratique de la gouvernance du village ou du quartier de ville à l'ère de la décentralisation, ce séminaire rassemble les chefs quartiers, chefs d'arrondissement. Conformément à la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, qui stipule que le village ou le quartier de ville constitue l'unité administrative de base au sein de laquelle s'organise la vie en milieu rural ou en milieu urbain. Face à cette responsabilité, la loi confère aux organes infracommunaux la mission de promotion des connaissances et gestion économique, sociale et culturelle de leur milieu. Le présent séminaire qui nous réunit ce jour, 9 mars 2017, a pour objectif général d'offrir les éléments de droit et de pratique en matière de gouvernance du village ou du quartier de ville aux élus des organes infracommunaux au Bénin. Spécifiquement, il vise à permettre aux élus de village et de quartier de ville de connaître les dispositions législatives en lien avec la gouvernance du village ou du quartier de ville. La première autorité de la ville de Porto Novo n'est pas restée en marge d'un tel événement. Il ne tarit non plus de mots pour saluer et remercier la forte présence des élus locaux tout en les encourageant à mieux se donner à la gestion de la cité. Je voudrais tout d'abord remercier l'Institut de formation sociale et économique Infosec pour cette opportunité qu'il nous donne de mieux outiller nos chefs d'arrondissement et chefs quartiers face à leur mission difficile de servir les populations. Et puis on passe à nos invités. La première question s'adresse au directeur général par intérim de la douane. Le prélèvement sur les contribuables non connus du fisc. Qui sont-ils, ces non connus du fisc au Bénin, monsieur le directeur général? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Et à ce titre, la loi des finances gestion 2017 a prévu donc un prélèvement qui est appliqué au niveau des régimes de mise à la consommation. Il faut dire qu'au niveau de cette formalité douanière, beaucoup d'opérateurs économiques échappent donc au fisc. Sur, par exemple, 100 000 que nous avons dans notre base, à peine 12 000 sont connus par le service des impôts. Donc, ainsi,
la note qui a mis en application la loi des finances gestion 2017, c'est-à-dire la note 216/DGDDI du 23 janvier, a repris qui sont ceux-là qui doivent être appréhendés par rapport à cette taxe. Et nous avons ensuite pris une note de service en date du 24 février pour rappeler, et cette note, c'est la note 0646/DGDDI/DBP qui a mis effectivement en application cette taxe qui a été implémentée depuis le 2 mars 2017. Alors comment tout ce monde-là arrive à déjouer la douane et les impôts? Pourquoi on n'arrive pas à les identifier? Oui, en réalité, c'est des opérateurs qui créent l'IFU, puisque tout est parti d'abord du fait qu'ils ne sont pas connus. Entre-temps, c'était la carte d'importateur. Ensuite, il y a eu la création de l'IFU, et vous vous rappelez le slogan « Sans IFU, pas d'issue ». Donc, au lendemain, nous avons constaté qu'il y a plusieurs opérateurs qui créent. Or, la loi au niveau des impôts ne permet pas de les appréhender. Il faut un certain temps. Du coup, ils créent les IFU, ils font une opération et ils disparaissent. Alors, pour réfléchir et aller donc dans le même sens, puisque au-delà de tout, la douane a aussi un rôle économique, il faut donc appuyer toutes les autres structures au niveau de notre pays pour qu'on puisse appréhender effectivement. Donc, il y a une plateforme d'interconnexion qui a été mise en place entre la douane et les impôts, et aujourd'hui, il faut vraiment faire cette sensibilisation pour que tous savent qu'ils sont assujettis aux mêmes taxes et lois à l'intérieur du pays. Nicolas Yanossi, le directeur général des impôts, à combien peut-on estimer le manque à gagner aujourd'hui par ceux-là qu'on n'arrive pas à identifier? Les personnes qu'on n'arrive pas à identifier jusque-là, le DG Douane l'a dit tout à l'heure, sur 100 000 immatriculés, par exemple, on a environ 12 000 personnes qui ont créé une entreprise et qui souscrivent régulièrement des déclarations au niveau des impôts. Donc vous voyez déjà le gap. Ensuite, en réalité, les contributeurs au niveau de la direction générale des impôts, je puis dire que 80% des recettes fiscales proviennent des personnes qui s'élèvent à peine à 2% donc de toute la population fiscale. Donc, par rapport à cette grosse différence, il y a lieu de resserrer les rangs et d'éviter la concurrence déloyale que les personnes qui ne sont pas connues, qui sont donc très nombreux et qui gangrènent le système, puissent revenir dans les rangs et se faire connaître. Alors, donc, le manque à gagner est énorme. Alors, ce prélèvement a été donc décidé. Comment comptez-vous les identifier avant le prélèvement? Le DG Douane l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, entre la douane et la Direction générale des impôts, c'est une synergie qui est consolidée par une plateforme informatique qui vient d'être mise en œuvre depuis le 2 mars. Et à travers cette plateforme, lorsque vous n'êtes pas connu de la Direction générale des impôts, automatiquement c'est signalé sur la plateforme que vous êtes non connu et les 10% sont automatiquement implémentés, et là pour passer, dédouaner vos marchandises, vous payez les 10% ou bien avant, vous devez vous présenter à la Direction générale des impôts dans nos services pour se faire connaître, pour régulariser votre situation. Alors, monsieur le directeur général des douanes, 10% qu'on prélève, c'est ceux-là qu'on n'arrive pas à identifier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes pour identifier ceux-là qui échappent au fisc? Oui. On a dit tantôt qu'il y a l'interconnexion, mais l'objectif que nous visons... Les 10% pour les amener à contribuer, à se formaliser, est-ce que les 10%, en dehors des 10% que vous prélevez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes? Oui, il y a d'autres mécanismes. Pour les amener à se mettre en règle. Il y a plusieurs mécanismes. Le tout premier, c'est lorsqu'il y a une interconnexion. Ça suppose que naturellement, quand un opérateur fait sa déclaration au niveau de la douane, les impôts peuvent déjà l'appréhender. La deuxième chose, et que nous recommandons vivement, c'est qu'au niveau du service des impôts, les guichets sont ouverts, les guichets des recettes. Donc nous invitons les opérateurs économiques à aller eux-mêmes faire leur déclaration. Je voudrais par ailleurs compléter que les véhicules d'occasion ne sont pas dans le champ d'application.
Parce qu'au lendemain d'une séance que nous avons eue avec certaines personnes, il y a eu plusieurs rumeurs et je voudrais donc rassurer les uns et les autres que les véhicules d'occasion ne sont pas dans le champ d'application de cet acompte en réalité et qui leur sera restitué dès lors qu'ils vont se faire reconnaître et faire les formalités au niveau de la direction des impôts. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général par intérim des douanes et des droits indirects. Merci également à vous, Monsieur le Directeur Général des impôts. Merci pour ces clarifications que vous nous avez apportées sur ce plateau. À la suite de cette édition, la sécurisation sanitaire des aliments est au cœur d'une session de formation débutée ce lundi matin à Cotonou. C'est au cours d'un atelier régional qui va durer 10 jours et qui porte sur les résidus de pesticides dans les produits d'origine animale. Daniel Ada et Marie-Louise Perrin sont allés sur le terrain. Regardez le reportage. Partant de ce que certains pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA n'arrivent pas à générer des données scientifiquement fiables pour impacter des décisions lors de l'élaboration des normes de sécurité sanitaire des aliments, il est organisé le présent atelier qui a pour objectif de renforcer les capacités des laboratoires parties prenantes du projet dénommé INT 5154. Différents partenaires commerciaux internationaux ont des exigences sanitaires très strictes, ce qui constitue parfois une barrière non tarifaire au commerce des produits alimentaires dont dépendent les pays en développement. Cependant, pour apporter une contribution significative à ce processus, les pays devaient disposer de données scientifiques pour appuyer leurs propositions. Mais il est souvent regrettable de constater que de nombreux États membres n'ont toujours pas les moyens de contribuer à ces données et d'influencer le processus d'établissement des normes. Il est vrai que les pesticides, substances chimiques destinées à éliminer les parasites animaux ou végétaux, sont abusivement utilisés dans les pays en développement par ignorance. Les expériences toxicologiques ont démontré que lorsqu'un individu consomme des pesticides, cela peut porter atteinte à sa santé. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont permis de définir des limites de sécurité. Lorsque vous consommez et que les analyses révèlent que vous êtes en dessous des limites et que votre quantité que vous consommez journalièrement ne permet pas de dépasser cette LMR, vous êtes en bonne santé. Lorsque les aliments que nous consommons, les résidus de pesticides dépassent, disons, cette limite, ça veut dire qu'il y a un risque pour la santé humaine. Donc, les pesticides font partie de l'ensemble des risques chimiques qu'il faut pouvoir contrôler, vérifier, afin de protéger le consommateur que nous sommes tous. L'enjeu est de taille. Les États membres de l'AIEA dépendent des produits agricoles pour leur développement socio-économique. Il est donc essentiel d'assurer la sécurité et la qualité des produits alimentaires. Et toujours sur ce registre agricole, comment faire doter le Bénin d'une stratégie nationale pour le développement de la filière karité? La question préoccupe les acteurs de cette filière qui sont réunis à travers la 10e conférence internationale annuelle. Francis Faton et Jérôme Mongo pour les détails. Avec une production de 85 000 tonnes par an, le karité est le 3e produit d'exportation du Bénin. Cette filière emploie plus de 200 000 femmes rurales de par son importance multiple. Le karité est utilisé comme un ingrédient thérapeutique pendant les saisons sèches. Il représente aussi une source de revenus pour les femmes rurales. Il est utilisé dans notre alimentation et pour notre nutrition. Il est utilisé aussi pour nourrir la peau. Et enfin, il est très utile pour nos enfants et particulièrement les bébés. L'association béninoise du karité, ABK, et les associations partenaires poursuivent plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'engager une politique volontariste de préservation et de gestion durable de la ressource karité, d'achever le travail d'organisation de la filière auquel s'attache sans relâche l'AKB depuis 3 ans, d'investir massivement dans les infrastructures et les équipements pouvant permettre aux femmes ramasseuses et transformatrices d'accroître leur rendement et d'améliorer la qualité de leur production,
d'améliorer l'accès aux zones de collecte du karité à travers une politique d'entretien des pistes rurales durant la période de ramassage du karité. À cette 10e conférence internationale annuelle, ils sont près de 400 participants d'une trentaine de pays invités à mutualiser leurs expériences pour assurer la compétitivité du karité africain sur le marché mondial, et ce, dans un esprit de collaboration. L'esprit de collaboration est au centre de cette conférence. Plusieurs personnes ici représentent des aspects différents, mais interreliés de la chaîne de valeur du karité. Des représentants des marques internationales aux détaillants, en passant par les leaders des groupes de femmes, c'est lorsque nous travaillons ensemble que nous sommes plus forts et que nous pouvons vraiment s'aimer le changement pour un avenir plus durable. La bataille pour le karité peut être gagnée, mais il faudra tenir compte du changement climatique, des feux de brousse et œuvrer davantage au repeuplement des parcs de karité. Voyons cette passation de charge. C'est un universitaire de renommée qui vient de prendre les rênes de l'ERSUMA, l'école régionale supérieure de magistrature. C'est un centre d'excellence basé à Porto Novo. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée entre le directeur sortant et celui entrant à l'institut, donc au sein de cette école. C'est ce que nous dit Guillaume Avienne. Paraphe de documents à la cérémonie de passation de charge entre le directeur général sortant de l'ERSUMA et celui entrant. Le docteur Désiré Meda Bakidi, d'origine camerounaise, nommé en conseil des ministres de l'OADA en juillet dernier pour assurer l'intérim de son compatriote Félix Onana Etoundi, limogé pour mauvaise gestion, Désiré Meda Bakidi cède son fauteuil. Nous pouvons mentionner quelques actions sans être exhaustifs pour les 8 derniers mois que nous avons passés à la tête de cette école. Il s'agit notamment d'une redynamisation des formations à travers la mise en œuvre d'un plan de formation 2017 insistant sur les formations payantes. Le professeur Mayata Ndiaye, un Sénégalais qui lui succède, voudrait aussi poursuivre sur la même lancée. Cet universitaire très connu des milieux de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, voudrait amener l'école régionale supérieure de la magistrature à redorer son blason. Je suis conscient que le respect de la règle de droit ne doit pas dépendre de l'impossibilité de la violer, mais plutôt de la prise de conscience de l'ordre établi. Le Conseil des ministres de l'OADA insiste particulièrement pour une bonne gouvernance des structures de l'institution dont l'image a été ternie ces dernières années par des affaires de détournement de deniers publics et de mauvaise gestion. Les biens, les fonds et les avoirs de l'ERSUMA doivent être utilisés exclusivement au service de l'organisation. Le nouveau directeur général de l'ERSUMA a un mandat de 4 ans. Et puis Jean-Baptiste Elias revient à l'instance de lutte contre la corruption. Il a pris les rênes de l'ANC ce lundi à Cotonou, mais avec une particularité, le président sortant n'a pas pris part aux déclarations à la séance. Reportage. Dans cette même salle, le 28 juin 2013, Jean-Baptiste Elias avait passé le témoin à Guy Ogoubeyi, le président sortant de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, je prends le témoin des mains du président Ogoubeyi, sans lui, en tout cas, sans qu'il ne soit ici devant vous. C'est une mission importante qui est confiée à cette deuxième mandature de la NLC, car la corruption est une gangrène à notre société. Dans son rapport de 2017, Transparency International a classé le Bénin 95e sur 176. Nous devons nous poser des questions. Les pays dont les responsables sont classés. Premier, ces responsables n'ont pas 2 têtes, n'ont pas 4 bras, n'ont pas 4 pieds. Donc, au Bénin, nous pouvons aussi le faire. Et il est à souhaiter que nous devons appeler tout le monde à faire en sorte que nous puissions relever le défi et que nous puissions obtenir un rang honorable dans le prochain classement. Faire reculer sensiblement la corruption au Bénin. Jean-Baptiste Elias et son équipe s'y engagent fermement à travers, notamment, la prévention. Notre action de prévention doit se renforcer. Nous devons aller au-devant de la situation
en contactant les autorités administratives, les autorités politiques, les cadres et agents dans tous les ministères, dans toutes les institutions de la République, pour faire passer le message, afin que le changement de comportement que nous souhaitons puisse revenir et que la corruption, à défaut de cesser, recule sensiblement. Autre chantier pour cette équipe, le toilettage de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. À cette cérémonie, le président sortant ne s'est prêté à aucune déclaration. Une note de culture, une jeune artiste plasticienne sur une ancienne gloire de l'art pictural en région Mali. C'est du moins le résumé de la performance Todisso dont le vernissage a eu lieu le mercredi 8 mars au siège de la Fédération nationale de théâtre du Bénin. Patrick Diosso nous en ramène son et lumière, images et commentaires. Regardez. Un tableau vivant peint directement à main nue par l'artiste peintre d'art Fieyon Etayewa, Jérusalem et Léonard Devignon. De l'abstrait fait avec attrait et attraction devant un public médusé. On parle de performance. La performance, je l'ai dédiée pour ma grand-mère Todinsou. Todinsou, la première à tenir la roue, donc cultivatrice, et celle qui a eu l'idée en pays Marie, surtout dans nos villages à Klankpa, Logozohei et Wedeme, de badigeonner les cases en latérite, une artiste qui nous a quittés en 1957. 1957-2017, 50 ans déjà qu'est partie cette dame culturelle qui, à 47 ans, avait 7 garçons vivants, dont Setchenoucita Roland Richard, artiste spiritualiste rocadre, père de Jérusalem, artiste soutenu par la Fédération nationale de théâtre, FENAT. La FENAT aussi célèbre la femme artiste. Vous retrouverez dans le théâtre les arts plastiques, parce que nous ne pouvons pas monter un décor de scène sans l'art plastique. Il y a très peu de femmes qui s'investissent surtout dans l'art plastique. Pas seulement plasticienne, Lynn est connue comme mannequin qui dessine parfois cette tenue tout en peignant ses tableaux comme celui-ci. Canlilon, saut de corde et tressage de corde, tenu par sa sœur aînée défilant ici. Justement, l'art, c'est de famille. Pour les 9 bouts de bois de Dieu de leur mère, c'est nous des Yvonne Fidélia Netchaou, polyvalente artiste en haute couture, coiffure, cuisine. De Harlem à Jérusalem, Jérusalem et Léonore dit qu'elle est en or. Cette exposition à découvrir au siège de la FENAT. Voyons cette reconnaissance. L'ONU soutient et l'éducation de la femme valorise la gente féminine à travers un dîner de gala ce samedi. Elle a récompensé certaines femmes qui font preuve de bravoure. Elles sont 12 à recevoir ainsi le trophée Kindemi. Patrick Diosso nous en dit davantage. Annick Ballet est l'une des 12 lauréates des trophées Kindemi 2017. Une récompense qui symbolise le travail qu'abattent ces femmes modèles de développement. L'organisation de l'événement est l'œuvre de l'ONG Soutien et éducation de la femme africaine, CEDUFA. Kindemi, c'est le fond. Ça veut dire, en français, le choix a été porté sur moi. Et c'est pour valoriser la femme, le talent de la femme. L'ONG a pour objectif l'amélioration de la qualité de la femme, l'éducation de la femme africaine et la promotion de la femme pour son autonomisation socio-économique. Et connaissant le rôle de la femme dans le développement, il a accepté donc d'accompagner cette initiative pour appeler, interpeller donc les femmes à prendre véritablement et avec engagement leur rôle dans la société, à l'image de ces femmes qui sont aujourd'hui nominées, qui sont les lauréates de ce soir. Désormais, c'est une nouvelle charge qu'impose ces trophées aux lauréates. Elles le savent et promettent de l'assumer. C'est la joie et la satisfaction peut-être du travail bien fait, parce que si on ne fait pas bien, on ne peut pas vous choisir. C'est aussi l'encouragement à continuer dans la lutte. Je suis surprise et très heureuse. On peut vous retirer votre trophée. Donc c'est vous dire un peu ce que cela représente comme charge et pression. Ça me permettra de convaincre les filles de mon lycée pour qu'elles m'emboîtent le pas. Les trophées Kindemi visent à valoriser la gente féminine et à célébrer la femme en ce mois de mars.
Direction le septentrion du Bénin, célébration d'un double événement à Djougou, la journée internationale de la femme en différé, puis l'avènement du département de la Donga au cœur de la commémoration, la recherche du mieux-être de la femme béninoise en général et particulièrement de la gente féminine de la Donga. Invité de marque, le ministre d'État chargé du plan et du développement a porté à la connaissance des participantes le programme de gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Les manifestations de la GIF 2017 ont eu lieu à la place de la Gani. Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapi nous en disent davantage. Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030, la communauté internationale, à travers ce thème, invite les gouvernants à œuvrer davantage pour le mieux-être de la femme. Venus des 4 départements du septentrion et de la partie méridionale du pays, les participantes, au-delà des festivités, vont réfléchir sur leur avenir. Les femmes et les hommes vivent dans la précarité où le panier de la ménagère est en souffrance. Les femmes n'ont pas accès aux soins de santé élémentaires. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que la liste des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l'infini. Les mauvaises conditions de vie et de travail des femmes au Bénin ne laissent pas indifférent le chef de l'État et son gouvernement. Le choix au plan national du thème de la GIF 2017 en est une illustration. L'autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin. Donc soulager la femme, c'est aussi assurer que son enfant trouve une école avec des maîtres. C'est s'assurer que son enfant et son époux, son conjoint et elle-même pourront se soigner dans les situations de difficultés sanitaires et parfois d'indigence. Dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, plusieurs actions sont envisagées pour libérer les femmes et leur donner de meilleures chances. Par ailleurs, les autorités communales, les sages et têtes couronnées saisissent l'occasion pour manifester leur joie suite à la création du département de la Donga. Toujours en marge de la GIF, la présidente nationale des femmes ABT offre à ses sœurs de Djougou des ustensiles pour les activités génératrices de revenus. Direction l'Alibori, les femmes de Kandi ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme sous le haut parrainage du préfet de l'Alibori, Mohamedou Moussa. Elles ont marqué à leur manière cette célébration et souhaitent une autonomisation réelle de la femme. Firmin Bassao et Judika Elayena pour le point. Au-delà de son caractère festif, la commémoration de la Journée internationale de la femme à Kandi se veut être un creuset d'échanges et de prise de conscience face à la condition sociale de la femme. Ce 8 mars leur offre l'occasion de porter la voix des milliers de femmes dont les conditions de vie et de travail sont des plus misérables. Le constat aujourd'hui est qu'une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle, les tâches domestiques et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées. Elles ne bénéficient que d'une faible protection sociale. On ne peut pas avoir d'autonomisation sans la santé. Il ne peut pas avoir d'autonomisation si le peu de crédit qui est octroyé aux femmes est mal géré. L'autonomisation de la femme et sa promotion dans les instances de prise de décision reste pour les femmes de Kandi le souhait le plus ardent. C'est pourquoi ce jour, nous avons décidé de nous réunir pour échanger sur les thèmes relatifs à notre santé et également à la gestion des microcrédits qu'on nous octroie. Les femmes doivent être plus que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. Les profondes considérations de l'autorité départementale qui me charge de vous dire que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, vous porte au fin fond de son cœur. La commémoration de la Journée internationale de la femme cette année à Kandi a toute une autre coloration. Plus de pagnes uniformes, mais aussi plus de détermination pour rendre la femme davantage autonome. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h dans la série des émissions sur le programme d'action du gouvernement un entretien sur le thème réforme sportive au Bénin et à 22h30 le feuilleton We Vote You.
Eh bien, retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Mais avant, retrouvez à 23h Héloïse Winato pour l'édition du soir. L'actualité, c'est sur le site, bien sûr. Je l'ai rappelé, l'ORTB, c'est bien sûr pas sans vous.